Ils croient en notre capacité à construire ensemble un monde meilleur. والموازنة بلا قطع حساب هي حفلة نفاق. You know, it's very dangerous going to Lebanon. الأعياب خطيرة وخطيرة Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Rita Chmeile dans notre podcast Que le CIEC. Bienvenue. Rita Chmeile est chercheuse, consultante et analyste politique spécialisée dans la question de genre. Notre question va tourner aujourd'hui sur l'effet sociologique de la guerre sur les jeunes, les femmes et en général la société libanaise. Grand merci parce que je suis avec vous aujourd'hui. Grand Merci merci à à vous. toute l'équipe. Donc, je vois Chloé, il y a derrière les caméras aussi Oui. toute l'équipe. Je vois Martin, Rawad, je vois Monsieur Paul, je vois Marianne. J'ai compris qu'il y a une très grosse équipe de Sciences Po qui a Oui. préparé. Ce sont les jeunes politologues. Ce sont des politologues qui sont en train de réfléchir à la réalité sociale qu'on vit, à la réalité de la guerre qu'on vit. Et c'est par là que l'OCIE, c'est très important parce que là, on voit que vous êtes les leaders qui pensent aussi où est-ce qu'on va, quelles sont les politiques qu'il nous faut, les politiques publiques qu'on doit mettre, que vous allez mettre. Et donc, merci de demander à plusieurs personnes de l'équipe de Sciences Po, de vos professeurs aussi, d'être avec vous. Merci à vous. Le Liban a déjà vécu plusieurs crises, plusieurs guerres et nous avons remarqué que actuellement, dans la mobilisation actuelle, tout a changé. Durant la guerre précédente, on a vu qu'il y a beaucoup plus d'aide, beaucoup plus de participation de la société, alors qu'aujourd'hui, on remarque que ça a beaucoup diminué. Donc, d'un point de vue sociologique, comment vous pouvez expliquer cela? Merci Chloé. Commençons par ce qu'on fait toujours en classe. Décrivons la réalité. Ouais. On commence par une pestle analysis. Décrivons la réalité. Qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui? Parce que quand tu me dis, Rita, la guerre précédente, est-ce qu'elle s'est arrêtée? Il y a eu un traité lié au ceasefire. Attention. Est-ce que ce ceasefire a été sérieusement pris en compte? Est-ce qu'il a été vraiment adopté? Bon, pour moi, la guerre ne s'est jamais arrêtée. Donc, quand on me dit il y a une guerre précédente et la nouvelle guerre, oui, on le comprend. C'est juste deux moments charniers de notre époque. Mais il faudrait noter que ça n'a jamais arrêté. Le Sud est libanais. Quand on voit que le ceasefire n'a jamais pris une réelle force, il faudrait dire que non, la guerre elle est toujours là. Donc, commençons par décrire cette réalité. Quelles sont les crises que le Liban a vécues? Si on pense ensemble, la Banque mondiale a appelé la crise au Liban, les crises au Liban, que le Liban vit, ce qu'il appelle le compounded crisis. Quand je parle de genre, de la Banque mondiale, Michel. Donc, la Banque mondiale a nommé les crises du Liban comme une compounded crisis, une multicrise, une polycrise. Mais quelles sont-elles? Pensons. On a une crise de quoi aujourd'hui, si on pense? Crise économique. Crise économique. Oui, on a une crise sanitaire. Exact. Une crise humanitaire. On a une très grosse crise humanitaire en plus. Bravo, tu le dis. Donc déjà, la réalité qu'on vit, c'est on a une guerre régionale, pas seulement au Liban, une guerre, une invasion du territoire libanais, une grosse invasion militaire de notre territoire libanais. Plus que ça, on a depuis une semaine que le gouvernement a nommé, a clairement enlevé le couvert sur la résistance. Donc je parle là du Hezbollah. Ces armes ne sont plus sous le couvert étatique, donc on a une milice armée dans le cadre libanais. C'est comme ça que je le considère en tant que politologue. Ce qu'on a aussi et qu'on peut qu'on peut observer aussi comme variable, c'est l'hyperinflation. Le détroit de Hormuz a été fermé. Cette hyperinflation, on va la voir encore plus grosse sur notre pouvoir d'achat parce que le prix du pétrole va augmenter, le fuel, nos appels téléphoniques, pour aller à la fac aujourd'hui, je sais plus combien vous allez, on devrait payer, le générateur, est-ce que les gens vont pouvoir payer leur facture de générateur ou l'électricité ou autre pour cuisiner ou tout ça? Là, on a le lighting, tout ça, il faut penser à tout ça. Donc, l'hyperinflation qui va toucher non seulement la vie économique en général, mais aussi les familles nucléaires. Ta famille, la mienne et autres. Donc, la société, on devrait aussi parler de quelles variables? Les évacuations. Moi, je les appelle des évacuations forcées. Ouais. Généralement, dans le droit de la guerre, les évacuations sont nécessaires. Mais là, elles sont forcées parce que ça touche les civils aussi et une grosse partie du Liban, 14,5% juste le sud. Et attendez, on doit aussi garder un œil sur la Beka et ce qui se passe dans la Beka. Donc,
Donc, à votre avis, la diminution, l'augmentation des crises et la présence de plusieurs crises a mené au fait que les aides ont diminué? Je n'observe pas que Ou il y a aussi un facteur social? Excellente question. J'observe un shift, une transformation, mais pas si les aides ont diminué ou pas. Ouais. J'observe un shift dans la façon dont les groupes sociaux, et je ne peux pas appeler ça la population libanaise puisqu'on est fragmenté, les groupes sociaux fragmentés sont polarisés aujourd'hui et sont en train d'entrevoir ces variables qu'on est en train de discuter et sont en train de les analyser et aussi de les vivre, de les vivre au quotidien, how they're living it in their livelihoods. Ce que je suis en train d'observer, c'est une transformation radicale de plusieurs groupes sociaux et de leur façon de vivre la crise et les crises qui sont en train d'exister. En venant dans la région pour faire le podcast, je vous ai dit, mais là, on voit que la vie existe normalement. Ouais. Donc, on voit qu'il y a plusieurs Libans. Les groupes sociaux, d'ailleurs, si on ne va pas juste regarder les régions, même autres que les religions, les groupes sociaux pensent différemment. Et là, c'est une question aussi à laquelle il faudrait penser. Donc, il y a avec l'insécurité, les différentes variables qu'on a discutées, on observe un shift, une transformation dans la façon dont les groupes sociaux réagissent face à cette multicrise. Et notamment, aujourd'hui, c'est plus qu'une insécurité, il y a une anxiété totale, très grave. On ne vit que le Liban, on a encore l'aéroport qui est ouvert, le port aussi, mais le reste, c'est vraiment dangereux. On ne sait pas à quelle heure il y a un missile, bombe ou autre qui va arriver. C'est très grave. Plus que ça, ce que j'observe, et je ne veux pas, et c'est pour ça que je te dis, pour moi, observer si l'aide humanitaire est toujours là. Si, on observe l'aide humanitaire. On a presque 1 million aujourd'hui de personnes qu'on appelle les personnes qui ont été, qui sont des réfugiés forcés, n'est-ce pas, et qui ont dû changer de place, qui ont dû évacuer leur maison et qui n'ont plus de maison. Oui. C'est grave. Mais on remarque des personnes qui ont aidé durant la première phase de la guerre, pour ne pas dire la première guerre. Aujourd'hui, ils ne sont pas prêts à aider. Mais bien, on l'entend et on le voit, je suis tout à fait d'accord. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant, c'était Sha'ab Muqawam Wajeh Sah. C'était ça le logo, le slogan de tout État libanais, de tout gouvernement, pour soyons plus précis, de tout gouvernement. كل بين وزارة كان يجي مع الغطاء وين ما نحكي شعب مقاومة وناس صح؟ اوكي هلا اليوم شو شلنا؟ حطينا جيش اوكي وعم نقوي الجيش. والهدف هو نقوي الجيش. هل قوي كفايه يقدر يستلم كل الارض؟ Il y a plusieurs questions qu'on devrait poser. On devrait analyser aussi la capacité de notre armée dans son budget, dans son attitude, dans ses armes et tout, à apprendre à sécuriser tout le territoire libanais et en même temps à assurer donc les frontières aussi. C'est très très important. Bien sûr, les gens quand ils ont vu qu'il y a quelques missiles qui ont été tirés du territoire libanais, alors que le Liban s'essoufflait déjà avant une semaine ou deux. Déjà, il était à bout de souffle avec toutes les crises. N'oubliez pas, l'explosion de Beyrouth, toujours impunie. Il n'y a pas eu de justice ici qui a vraiment tranché. Donc, les gens, après aussi la grosse crise bancaire, moi j'appelle le vol bancaire, qui a été fait, les dépôts des gens, des parents qui a sauté aussi, les gens sont essoufflés. Donc est-ce que les groupes sociaux vont pouvoir être solidaires? Je vois une très grosse solidarité. Personnellement, les groupes sociaux, on l'observe, ils sont pris en étau entre deux invasions. D'une part, la grosse invasion d'Israélienne et d'autres, ils sont pris par le Hezbollah, qui est aujourd'hui considéré comme une milice armée non légitime, notamment dans ses armes. Et donc, ces forces politiques créent en plus un climat d'insécurité où les gens... pas seulement un sentiment d'insécurité, mais c'est plus que ça, c'est un sentiment de méfiance. Oui. Une méfiance sociale énorme et qu'on peut aussi que noter. Tu veux que je te sorte du Weber, c'est normal, on peut sauter aussi du Bourdieu. Le capital social, si je parle en termes de sociologique, le capital social de la résistance, c'est très affaibli. Surtout après cette guerre, il faudrait le constater parce que les gens sont essoufflés par la guerre. En même temps, la méfiance est grave. La méfiance s'aggrave. Et la méfiance s'aggrave durant la guerre. Et cette méfiance sociale, on ne peut pas construire des sociétés. Donc, la question ici, quels sont les espaces d'engagement qui restent à cette société qui existe? Oui.
vous les jeunes, qu'est-ce que vous faites durant la guerre? Par exemple, on est en train de mobiliser et d'encourager les jeunes à participer à l'aide avec Que ce des soit à l'aide ONG. humanitaire. Oui, à l'aide hein. humanitaire, mais Vous on a organisez. remarqué, comme vous l'avez dit déjà, qu'il y a une fatigue militante, mais aussi une méfiance. Il y a une très très grande méfiance entre les jeunes, mais aussi les parents sont méfiants Intéressant. par rapport à la situation. Aujourd'hui, je peux donner mon exemple. Ma mère n'accepte pas que je sorte de la maison et je descends à Beyrouth pour suivre mes cours, par exemple. Parce qu'il y a la sécurité, la Oui. méfiance, bien sûr. Donc, la méfiance joue un rôle majeur. Mhm. La méfiance de l'autre, la Mhm. méfiance de la situation et plein d'autres. Je trouve que ce n'est pas uniquement ces deux facteurs. Excellent. Observons autre chose. Généralement, les espaces d'engagement, ça peut être l'engagement humanitaire, parce que nous sommes dans une crise. N'oublions pas, les personnes qui aujourd'hui ont dû, se réfugier ailleurs, Ouais. ce sont nos parents, ce sont Ouais. nos amis, ce sont nos voisins, ce sont nos collègues à la fac, ce sont les étudiants ou autres. Donc, ça, c'est important. Donc, l'aide humanitaire, elle est pour eux. Ouais. Et pour nos amis, pour nos parents. Certains ont ouvert leur maison, d'autres ont pu avoir le prix d'un loyer pour louer ailleurs. D'autres, non. Ils ont dû. Et là, je trouve que c'est là l'État libanais, le gouvernement a créé cette cellule de crise au PCM qui est gérée aujourd'hui par le ministère des Affaires sociales, Moza notamment la ministre Hanine Saïd, si on veut nommer, et elle qui fait un travail magnifique. Je la nomme parce que c'est une femme. Non, mais il y a un travail magnifique d'entraide. On a remarqué cette différence entre la mobilisation précédente et cette mobilisation. Là, on voit que le gouvernement, Oui, il est présent. Il est présent. Il essaye de reprendre sa crédibilité. Oui. Et c'est un jeu légitime en politique. Le gouvernement aujourd'hui doit assurer sa crédibilité. Le gouvernement aujourd'hui, il veut assurer aussi un minimum décent à sa population, à toute la population qui existe au Liban, qu'ils soient libanais ou non. Parce que n'oubliez pas, il y a d'autres personnes qui existent au Liban, qui ont aussi ils n'ont plus leur maison, ils n'ont plus leur livelihood. Et ce sont des gens qui vivent au jour, ce sont les journaliers, les personnes qui vivent... et là aussi, on peut parler des femmes qui travaillent dans les maisons. Bien Par sûr. exemple, ils sont en train de... Et qui ont perdu leur travail, qui peuvent plus assurer leur travail. Il y a de gros secteurs qui ont été touchés par la crise. J'ai vu que vous avez une question liée à l'économie. On va discuter. Mais les espaces d'engagement des jeunes, que ce soit dans l'aide humanitaire ou l'aide développementale, elle est importante. Mais aujourd'hui, cet espace d'engagement public, dans l'espace public, il y a 2 jours, Jürgen Habermas est décédé. Si on veut parler d'espace public, qui est là? Qui est responsable aujourd'hui? Qui est là? Qui on voit? On voit les ONG qui travaillent, le gouvernement. On voit l'État. L'État est là, il a ouvert les écoles, Ouais. il essaye aussi plus que ça de coordonner toute cette aide, ce qui est un très bon rôle Ouais. pour le gouvernement. Notre rôle comme association civile, comme la LLWB ou l'université ou autre, c'est de garder un œil. On n'est pas coopté par le gouvernement, même si on a des amis qui sont dans le gouvernement. Au contraire, notre œil est là pour dire, soit vous faites quelque chose de bien, soit attention, quand vous faites quelque chose de mal, on va vous dire que vous faites quelque chose de faux. Ouais. Certaines nominations, par exemple, récemment du gouvernement, étaient très mauvaises. Alors que quand ils font quelque chose de bien, on va leur dire bravo, continuez vos efforts. On va essayer de voir comment le secteur public, on peut l'aider par que ce soit les ONG ou bien le secteur privé. Et là, c'est l'importance en Sciences Po de penser aussi ce partenariat entre le public, mais aussi le privé. C'est ce qu'on appelle le public-private partnership. C'est important aujourd'hui. On voit que le secteur privé, qui n'est pas atteint, donc qui n'a pas les grosses usines qui sont dans la BK, parce que j'ai appris que Pandaplast a été la grosse usine de plastique a été touchée. On a compris que je vous donne des exemples. Aussi, une des firmes libanaises qui fait du jus, aussi avec toutes les terres qui sont au sud, on peut plus boire du jus d'orange, par exemple, ou autre. On a les terres. N'oublions pas, Israël n'a pas juste envahi la terre. Ils ont jeté du phosphore. Voilà, je sais plus le terme exact, mais plus du glyphosate, un truc très dangereux. Mais ce sont des crimes de guerre. Notre gouvernement doit nommer ces crimes de guerre. Plus il doit pourvoir à l'aide humanitaire. Et nous, en tant que jeunes aussi, on doit nous assurer, en tant que jeunes, politologues et autres, qu'il y a aussi un travail sur le niveau développemental qu'il faut pas oublier. Parce que, d'accord, l'aide humanitaire est urgente, la crise humanitaire est grave, la guerre accentue la pauvreté. La guerre non seulement accentue la pauvreté, les gens risquent de perdre leurs moyens de vivre, donc leur travail, puisque les firmes risquent de fermer, donc c'est grave.
La guerre donc accentue et accélère ce qu'on appelle les divisions sociales. Oui, et sur ce point, je voulais vous demander une question. Aujourd'hui, on remarque que plusieurs partis, aussi on peut parler des médias, ils sont en train de vendre cette idée de communautarisme alors que on n'a pas besoin de cette idée qu'elle soit vendue maintenant, surtout dans une réalité Oui, sociale si oui. complexe. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Chloé. J'adore ce que vous faites, de lancer les podcasts en temps de guerre. Parce que là, on voit que l'aide humanitaire est certes importante, mais plus que ça, la conscientisation, la réflexion, le partage, le critical thinking, penser ensemble, réfléchir ensemble est nécessaire. Aujourd'hui, notamment en temps de crise, pour moi, c'est pas une crise, c'est une guerre. C'est une Guerre oui. qui s'ajoute aux différentes crises que nous vivons. Donc, aujourd'hui, parler de communautarisme, non. Là, je pense à Ibn Khaldoun. Bien sûr, en tant que de guerre, on va voir que ça va accélérer, accentuer la polarisation sociale. Est-ce qu'elle est simplement communautaire? Non. Il faudrait poser ces questions. Oui. On voit aujourd'hui que c'est plus que communautaire. Ça va aussi avec notamment politique, parce qu'on dit c'est le Hezbollah et notamment qui a protégé les Iraniens qui sont venus prendre des maisons, des hôtels. On le voit, c'est ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, qui vivent dans les hôtels, alors que la grosse partie de la population qui appartient à cette communauté vivent dans les rues. En plus, ils les ont aidés à jeter des missiles sur Israël. C'est le droit à la résistance, d'accord, mais en même temps, ça a pris le feu, ça a pris le pays vers ce que moi personnellement j'ai appelé suicide national. Ça nous a emmenés à un endroit où vraiment on n'avait pas besoin de cette guerre maintenant. Est-ce que c'était juste à cause des quelques missiles lancés par le Hezb ou pas? Je ne sais pas, mais moi, je mets aussi une très grosse responsabilité de ce qui s'est passé sur la résistance qui n'aurait pas dû, en ce moment-là, répondre de cette façon. Surtout qu'on sait que c'est une guerre régionale où on utilise des weapons, des armes auxquelles on n'est pas prêt. D'autres pays ont des abris. Est-ce qu'on a un abri? Non. On est en train d'ouvrir les écoles et l'université. On est en train de dire à la moitié de la population libanaise, n'allez pas à l'école. Aussi, on n'a pas d'abri. On n'est pas prêt pour cette guerre. La population est essoufflée. Quand je vous dis qu'elle est prise en étau et qu'il y a cette méfiance, c'est que c'est grave. La population est essoufflée. Ce qu'il faut penser aujourd'hui, non seulement penser au communautarisme ou pas, c'est lancer des programmes comme vous, où on va discuter de comment reconstruire ce tissu social libanais, où les gens, et surtout les jeunes, qui restent, parce que la guerre accentue le brain drain, la fuite des cerveaux. C'est surtout vous, comment vous gardez ici, et vous permettre à vous de tisser des programmes qui recréent ce tissu social libanais, loin de tout ce qu'on appelle hate speech, loin de tout ce que, si tu veux, communautarisme. Je vais aller plus loin, aussi, vraiment mettre ensemble des programmes qui vont réaider la société à se consolider en tant que société où les citoyens ont un rôle vraiment à jouer. Réexpliquer ce contrat social qui, pour moi, aujourd'hui, il est très touché. On est en train de percevoir les personnes qui sont différentes, les partis différents en tant qu'ennemis. Donc, c'est un danger aujourd'hui de voir les autres partis, les autres communautés et les autres points de vue en tant qu'ennemis alors qu'ils sont d'avis divergents. Excellente question. Toujours dans une crise, toujours un moment de rupture, comme on les appelle avec Kingdon et le reste. Je veux vous nommer quelques auteurs en Sciences Po. Toujours, il y a cette figure d'ennemi. Mais on la voit, cette figure d'ennemi. Les ennemis sont pour moi ceux qui se cachent aujourd'hui parmi les populations civiles et qui vivent encore parmi la population civile et qui sont aussi qui sont en train de mettre beaucoup de gens la sécurité de beaucoup de gens en question. Ça, c'est très grave. Donc, comment répondre à cela? On répond à cela en recréant le contrat social. On sait que la guerre accentue les divisions sociales. Elle accentue la polarisation. Mais plus que ça, elle accentue ce que Ibn Khaldoun appelle la asabiya, où les gens vont bien sûr instrumentaliser leur trait identitaire pour se protéger. Et en même temps, on va observer aujourd'hui plus que ça, que ces fractures vont être encore beaucoup plus visibles aujourd'hui, notamment aujourd'hui.
les fractures sont visibles et donc c'est plus simple de les instrumentaliser par les forces politiques qui existent ou qui vont exister après, qui vont naître de cette guerre et après cette guerre. Moi, ma question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire naître comme force politique qui pense, pas une force armée, une force politique qui pense, et en même temps, comment ces forces politiques vont instrumentaliser ces fractures sociales, cette méfiance, le fait que les gens se sentent dans une insécurité totale, et c'est là qu'on doit, nous, aussi travailler pour le Liban qu'on veut vraiment. Parce que je trouve que, d'accord, la guerre, elle accentue toute cette polarisation et cette fracture sociale, mais en même temps, il faudrait augmenter la légitimité de ceux qui pensent que le Liban, auquel moi je rêve, un pays laïque, un pays où tout le monde a le droit d'exister quand on protège les autres, où tout le monde peut arriver à toutes les sphères de leadership. On est capable de le vivre aussi. Il faudrait légitimer ce genre de discours aussi et pas le discours de communautaire, d'ennemi, régional aussi. Mais aujourd'hui, on voit qu'ils sont en train de voir l'ennemi entre la société civile. On n'est pas en train de voir l'ennemi en tant que personne qui se cache entre la société civile, mais on est en train de généraliser et de voir toute une communauté, tout un groupe en tant qu'ennemi. Et cela cause beaucoup de problèmes actuellement. Excellente question, bien sûr. Aujourd'hui, qui sont les plus fragiles de la société? Ce sont les gens qui ont dû quitter les camps palestiniens, il faut le dire. Ce sont les gens qui n'ont plus de place pour aller et qui n'ont pas le pouvoir de louer une maison ailleurs. Ou bien qui n'ont pas une autre maison dans une zone qu'on appelle plutôt safe. On a envahi mon pays, qu'est-ce que tu veux? Une région safe, c'est au-dessus du Litani, je comprends plus. Il faut essayer de recomprendre. Et c'est pour ça que je te dis, c'est intéressant aussi d'organiser cette session ensemble pour réexpliquer ce qu'on veut. Quelles sont les régions? Réexpliquons, reprenons la rhétorique et gardons-la. Aujourd'hui, on doit consolider et soutenir ceux qui pensent à l'État. Que l'État doit avoir le monopole, de la violence légitime. Je vais te sortir du verbe, mais c'est obligatoire. Aujourd'hui, notre État doit reprendre cette violence, ce monopole. Il faut faire très attention à la création de milices de quartier. C'est très dangereux. Et c'est ce qu'on est en train d'observer partout. Parce que les gens, bien sûr, ils vont avoir ce genre de réponse. Mais nous, on doit être aussi vigilants à ne pas créer des milices de quartier, mais au contraire, créer des bases pour que l'État soit fort. Le monopole de la violence soit donné à l'État. Et en même temps, quand je pense aux forces armées, je veux penser aussi à l'allégeance symbolique. Et là, je veux penser à des programmes. Comme il y a eu récemment de très bons programmes pour consolider l'esprit citoyen. Et ce genre de programme, comme celui que vous faites aujourd'hui, le fait d'avoir un podcast comme ça pour Sciences Po, où on peut discuter de ces questions-là, pour moi, c'est une façon non seulement de résister, mais c'est une façon de prévenir et de mettre ensemble ce qu'on veut du contrat social plus tard. Quel est le rôle des médias dans tout ça? Le discours de haine, oui, il est présent, mais on voit très bien que les médias sont présents et ils sont en train de vendre ce discours de haine. Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils veulent, les médias? Moi, aujourd'hui, ils veulent plus de clics, plus de reach, plus de likes. Bien sûr, ils vont essayer d'avoir cela en créant en essayant d'avoir ces scoops. Grâce à Dieu. J'ai utilisé Dieu aujourd'hui dans mon podcast. Non, mais on a beaucoup de personnes qui sont de Sciences Po qui sont dans les médias. J'aimerais nommer Philippe Abou Zaid, j'aimerais nommer Lara Al-Hachem, j'aimerais nommer Elsie Mferrej, Dima ou autres. Ce sont des personnes qui sont sorties de Sciences Po. C'est pour ça que je les nomme aujourd'hui dans ce podcast. Ce sont des personnes qui savent aussi que dans des moments de crise, il faudrait penser à l'autre. Et moi, je vois Lara, par exemple, qui est dans le sud, là, en train de couvrir ce qui se passe, l'invasion de mon territoire, de notre territoire libanais. Et elle fait du super boulot. Elle essaye, malgré les bombes, malgré la tension, malgré le trauma qu'elle vit tous les jours, de faire un super bon travail et de nommer. Donc, il y a des personnes dans les médias qui savent aussi how to reframe le discours politique. Et c'est bien qu'ils sont issus de Sciences Po ou d'écoles comme Sciences Po. Ça, c'est un rôle important. Pour moi, je te répète, et j'aimerais le répéter, l'État a perdu beaucoup de sa crédibilité durant les dernières années, notamment après
après non seulement la crise financière et le grand problème L'explosion des du opposants, port. l'explosion du port et l'impunité qui est née de ces deux grosses crises. Si je parle juste de ces deux crises, l'État a perdu beaucoup de sa crédibilité. Quand je parle d'État, je parle des ministères, de l'État en tant que tel, en tant que responsable de nos vies. Aujourd'hui, il faudrait repenser à comment reconstruire cet État et lui redonner de la crédibilité. Oui, on a des personnes dans les médias, des membres des médias qui sont en train de faire un bon travail, mais d'un autre côté, on a des membres qui sont en train de radicaliser, de diviser et en même temps de causer des clashs dans la société, on peut dire. C'est le rôle de l'État de tempérer. Et j'utilise le mot tempérer. C'est dangereux, surtout en temps de crise. Ce qui est très dangereux pour les libertés au Liban. Non, surtout en temps de crise. Notamment en temps de crise, il faut surtout faire attention aux libertés publiques aussi des gens. C'est le rôle de l'État de tempérer et de repenser la rhétorique qu'on veut. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, avec par exemple des personnes comme Elissar Nadaf, Paul ou autres, qui sont à la tête de ces institutions publiques étatiques qui ont des médias, peuvent jouer un rôle. Et c'est pour cela qu'on a de super bonnes personnes dans les médias qui peuvent aussi jouer ce rôle de concilier la société et de recréer un discours de conciliation. Je ne vois pas la vie rose. La radicalisation est très grosse. D'ailleurs, une de mes dernières recherches, c'était que les gens, quand tu es sur les réseaux sociaux, tu ne regardes plus les pages qui ne te ressemblent pas. Donc ça va créer une plus grosse fragmentation et polarisation. C'était un des résultats de ma dernière recherche. Là, il faudrait créer des espaces de dialogue plus grands. Et c'est là où je trouve que l'espace public doit être pris par les jeunes et où on ouvre cet espace public pas pour des clashs, mais pour des discussions pensées. Il y a aucun souci à ce que des personnes qui ont des avis différents se mettent sur la même table. À la fin, tout le monde veut vivre, tout le monde veut augmenter son pouvoir d'achat, tout le monde veut assurer un minimum et un basique minimum pour soi et pour sa famille. Mais en même temps, tout le monde veut aussi développer le pays. Donc, je trouve que quand on est nombreux, on peut toujours trouver des points de rencontre, des points de similitude, où on est d'accord aussi. Les jeunes, où sont-ils dans tout ça? Quel est leur rôle? Mais en même temps, autre que leur rôle, on peut parler de l'impact de tout ça sur les jeunes. On a beaucoup de fuites de cerveau, on a beaucoup des jeunes qui sont en train d'avoir une réaction à la politique. Ils rejettent tout ce qui est politique, alors que c'est très essentiel d'avoir des jeunes qui parlent de sciences politiques, de politique et de société, en gros, d'éléments qui vont les aider à changer, mais non pas à changer, mais à améliorer. Améliorer, à transformer le monde. Oui. Excellent. Oui, vous le dites. Le rôle des jeunes, c'est comme vous. Moi, je vous vois et je suis tellement fière de voir que des gens... Je t'ai dit, tu nous poses des questions très difficiles. Le Liban, depuis sa création, n'a pas pu répondre à de très grosses questions. Aujourd'hui, le Liban est un tournant clé, moment charnier de son histoire. Où est-ce qu'on va aller? Le rôle des partis politiques, la radicalisation, tu le nommes, l'invasion israélienne qui est très dangereuse pour nous, le fait de ne plus pouvoir revenir à nos villages, le fait de perdre un des plus gros fleuves et rivières du Liban aussi, qui assure aussi un gros... avec l'eau et notamment donc une des grosses parties de l'énergie libanaise qui vient aussi de plusieurs rivières et donc c'est très important. Mais en même temps, les jeunes aujourd'hui, je ne vais pas me cacher la figure, je vois une fuite de cerveau et je les comprends parfaitement. Ils ont besoin d'un avenir, ils ont besoin de penser aujourd'hui comment ils vont garder. Je vois les jeunes en train de vouloir travailler sur le AI, l'innovation et autres. Et alors que moi, je leur dis ici, essayez de trouver un abri ou allez dans des safe zones ou cachez-vous ou ne venez plus au travail. Au contraire, ces jeunes, il faudrait leur trouver, pour moi, ce qui est très important aujourd'hui, c'est des programmes qui vont les booster. Comment les faire travailler dans les nouvelles technologies, comment travailler les AI pour reconstruire ce pays. Mais ici, ils ont aussi un trauma qu'ils sont en train de vivre actuellement. Oui, tout le monde vit ce trauma.
les jeunes, Ouais. les moins jeunes, hein, mon père qui a 90 ans, qui a vécu plein de guerres. Après chaque guerre, on va trouver un nouveau contrat social. Moi, le but, c'est de mettre des jeunes qui pensent, qui réfléchissent, qui veulent ce vouloir commun, cet esprit commun, qui soit sur la table. Il faudrait que ces Oui. jeunes, il faudrait que toi, Chloé, que tous, Rawa, tout le monde, je parle à Marianne, je parle à tous nos jeunes de Sciences Po, vous devez être sur les tables ici présentes. Je pense à ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, les étudiants comme Francesco, tous, hein, Anthony, Chris. Vous avez la place à la parole. Vous devez avoir la place à la parole. Vous êtes des jeunes qui vont penser non seulement à réfléchir en termes de politique publique, mais plutôt sectorielle aussi. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire de l'énergie de mon pays? Le prix du pétrole a augmenté. Est-ce qu'on va pouvoir continuer au pays d'assurer un minimum vital pour faire fonctionner nos hôpitaux? Le pétrole, je sais pas, moi, quelqu'un qui a... Pensons à ces politiques publiques d'une façon intersectionnelle aussi. Est-ce qu'on est en train de penser à quelle énergie on veut au Liban? Est-ce qu'on est en train de penser à cette crise qui n'a toujours pas fini? Je vous la donne tout le temps un exemple. La crise des déchets. On n'a toujours pas rien fait pour nos déchets. En temps de guerre, ça augmente, ça s'accumule, ça crée des problèmes sanitaires. Est-ce qu'on a pensé à ça? Non. On est en train aujourd'hui de penser à nous assurer que la maison ne tombe pas sur nos têtes et assurer qu'un minimum de livelihood pour les grands ou autres. Mais il y a aussi des mini-problèmes auxquels il faudrait y penser d'une façon innovante. C'est le rôle des jeunes de trouver ces genres de solutions, même en temps de guerre. Même si la guerre se calme, parce que et elle va se calmer. Il faudrait penser aussi comment reconstruire ce tissu social. Et c'est le rôle des jeunes qui est là. Donc, non seulement à penser d'une façon sectorielle, à penser façon énergie, innovation et autres, mais comment aussi reconstruire le tissu social qui est très fragmenté, qui est très polarisé. La radicalisation augmente. Ouais. C'est vrai. Mais c'est notre rôle aujourd'hui de réfléchir à des programmes de non-radicalisation. Mais non seulement des programmes sociaux, mais aussi à des programmes où on peut utiliser peut-être l'humanitaire pour construire ces programmes où les gens vont penser ensemble. Utilisons cette guerre. Au lieu qu'elle nous détruise, construisons quelque chose sur le fait que nos régions maintenant sont... il y a beaucoup de personnes de plusieurs régions qui ont visité d'autres régions et qui vivent dans ces autres régions. Construisons ensemble les solutions du futur, c'est nécessaire. Parce que la reconstruction est là. Elle est très proche. On va reconstruire ce qui a été détruit. Mais il faut aussi reconstruire les esprits et le contrat social, j'insiste. Maintenant, je veux finir notre épisode avec une question. On peut pas terminer notre épisode sans parler des femmes. Oui. Donc, c'est pas parce que je suis une femme, hein, elle va poser ces questions à Wissam, Laham et Saad et autres, mais c'est parce que je travaille là-dedans. Hein. Juste, j'aimerais bien qu'on le mette. Oui, vas-y. Donc, à votre avis, aujourd'hui, on voit très bien que les femmes sont déjà dans une situation déjà précaire, on peut dire. Ils sont face à un travail précaire. Ils ont des difficultés à trouver du travail, à continuer. Et maintenant, la guerre, elle est en train d'ajouter une crise au-dessus des crises qui sont en train de vivre. Voilà la politologue. Tu as vraiment répondu à la question, chère Chloé. Oui. Qui sont les populations les plus précaires? Pourquoi on dit que les femmes sont les populations les plus précaires? Pourquoi on dit que les personnes qui ont un handicap sont les personnes les plus précaires durant la guerre, les plus vulnérables, pour ne pas dire précaires? Parce que généralement, elles sont dans une case où elles sont déjà, des fois, ils ont des contrats informels. Ils travaillent dans l'économie informelle, donc il est beaucoup plus simple il n'y a pas de ce qu'on appelle la protection sociale. C'est grave. Quand il n'y a pas de protection sociale, comment on va assurer le minimum basique pour ces populations les plus vulnérables? Alors que les femmes sont les plus actives durant ces temps-là. Je pense aux femmes qui sont dans le secteur de l'économie informelle. Ces femmes qui travaillent sans contrat. Ouais. Ces femmes qui travaillent d'une façon journalière. Les personnes à handicap qui aujourd'hui, non seulement les écoles ne sont pas prêtes les écoles publiques parce qu'on n'a pas d'abri. J'ai des amis à l'étranger qui me disent vous n'avez pas d'abri. Non, j'ai pas d'abri. On a une école qu'on ouvre. Il n'y a pas de chauffage. Il n'y a pas on peut pas faire la lessive. On peut pas prendre le minimum basique. C'est une douche chaude. C'est grave. On n'a pas d'abri. On n'a pas aujourd'hui, on assure le minimum basique au Liban, c'est la nourriture et autres dans les abris durant la guerre. Mais le reste, il y a aussi des besoins nécessaires. Et quand on pense aux femmes, durant la guerre, la pauvreté s'accrue. Donc, il y a une paupérisation féminine qui risque d'exister, on devrait l'observer.
C'est à nous de mettre ces variables et de les observer. On peut faire un projet de recherche dessus. Il y a plus que ça, elles risquent de perdre leurs emplois. Ça, c'est très grave. Même si, comment on les voit first line. Elles sont présentes dans la réponse à la guerre. Oui. On les appelle first line responders. On les voit à la LLWB, c'est les premiers investisseurs. Elles sont là pour investir dans le pays. Elles veulent investir dans le pays. On a beaucoup de women-led businesses qui ne veulent pas arrêter de travailler, qui travaillent. Hier, j'ai eu 2-3 personnes de Hasbaya qui travaillent encore. D'autres personnes qui ont de grandes ruches de miel à Saïda, aussi qui travaillent encore. Ce sont des femmes, pour moi, c'est la réelle résistance de ces femmes qui, malgré le double work, de ce que j'appelle le care work, à chaque fois je vous le donne comme exemple, mais aujourd'hui, le problème, c'est que les femmes ont sur leur épaule, non seulement elles doivent prendre soin de leur famille, mais aussi de leur famille déplacée chez elles, mais aussi de leur travail, mais aussi de tout ce qui va avec le care work. Donc, c'est un triple work qui existe. C'est un gros travail sur les femmes. Il faudrait leur donner la place, non seulement au ministère des Affaires sociales, même si on fait du super bon boulot là-bas. On veut que les femmes soient dans le comité du mécanisme. On veut que les femmes soient sur toutes les tables de négociation. On veut que les femmes soient là dans tous les boards aujourd'hui qui sont créés par l'État, par les administrations publiques, pour que les femmes puissent mettre des politiques publiques qui prennent, d'un point de vue intersectionnel, les besoins de toutes les populations qui existent ici. Vous allez me dire, les hommes ne le font pas. Écoutez, ça fait 30 ans qu'on n'a pas vu les politiques publiques mises d'un point de vue pas seulement égalitaire, mais de justice sociale. Laissons la place à des femmes parce qu'elles sont là. Elles sont capables et elles sont prêtes. On les voit. Oui. Elles travaillent déjà. Elles sous stress. Elles sont là. On est plus que capable d'être partout, même sur les tables de négociation. Donc, si on veut finaliser notre épisode en une phrase, que pouvez-vous dire? Bravo à l'équipe de Sciences Po parce que vous avez pensé à créer des podcasts en temps de guerre pour réfléchir d'une façon critique aux choses qui nous arrivent. Parce que durant la guerre, on se sent vraiment... nous sommes dans un état d'anxiété totale. Mais là, on repense, on réfléchit, on dit que non, on peut raisonner même en temps de guerre pour essayer de voir l'aide humanitaire, comment elle doit aller, l'aide au développement, comment elle va aller, la justice transitionnelle, comment elle doit être, surtout en temps de guerre, et ce qu'on veut pour notre futur aussi en temps de guerre. Donc, bravo à toute l'équipe de Sciences Po. Merci à vous, Madame Rita. Merci à tous nos spectateurs. Restez à l'écoute. On croit en notre capacité à construire ensemble un monde meilleur. والموازنة بلا قطع حساب هي حفلة نفاق. You know, it's very dangerous going to Lebanon. الأعياب خطيرة